Merci, bonjour à tous. Bon, je vais essayer d'être rapide parce que je pense que vous avez tous faim. Non, pas spécialement, on a faim de vérité. Bon, alors j'en ai pour 2 ou 3 heures. Oui, je voulais vous parler un petit peu du mouvement des parents vigilants pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire au niveau métapolitique. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie d'un parti, effectivement, vous l'aurez remarqué, nous n'avons pas d'élus à l'Assemblée nationale, nous avons une élue européenne et puis quelques élus locaux, mais pas encore à l'Assemblée nationale. Par contre, nous avons réussi quand même à avoir des moyens d'action sans élus via le réseau Parents Vigilants. Parents Vigilants, c'est un mouvement qu'Éric Zemmour a lancé il y a 2 ans. Nous sommes aujourd'hui 75 000 parents vigilants dans toute la France. Nous avons aujourd'hui 3500 élus dans les écoles parents vigilants et qui nous font remonter leurs témoignages. Alors pourquoi Éric Zemmour a lancé les parents vigilants? Au départ, parce qu'on est parti d'un constat simple, on constate qu'il y a un grand endoctrinement dans les écoles auprès de nos enfants. Alors ça passe par l'enseignement de la théorie du genre, de la propagande LGBT et de toute la propagande wokiste qui en découle. On constate qu'il y a un enseignement de la part des programmes scolaires de la détestation de la France dans les programmes d'histoire ou des associations d'extrême gauche qui viennent diffuser leur propagande dans les établissements. Nous avons aussi une offensive islamique à l'école, par le halal dans les cantines par exemple, une volonté d'imposer le voile, des professeurs qui ne peuvent plus enseigner l'histoire ou la laïcité sans risquer leur vie. On en a vu un malheureux exemple avec Samuel Paty, entre autres. Nous constatons donc un effondrement aussi du niveau scolaire et puis un bac qui ne vaut plus rien aujourd'hui par rapport à 40 ans ou 50 ans. Malheureusement, ce combat aujourd'hui est devenu vital. Et il faut vraiment qu'on se mobilise tous. Au bout de 2 ans, on a quand même réussi à monter une structure. On a quand même réussi en Nouvelle-Aquitaine, on est près de 3000 parents vigilants. Nous avons déjà dénoncé de nombreuses dérives. Par exemple, en Gironde, nous sommes mobilisés à plusieurs reprises sur des lectures qu'effectuaient des drag queens auprès de tout petits enfants. Donc nous avons effectivement dénoncé tout cela, puisque lors de ces lectures, les drag queens expliquent aux enfants qu'il y a différents modes de parentalité, homme-homme, femme-femme, trans, ou enfin voilà, un peu de tout. Il n'y a plus du tout de valeur familiale aujourd'hui. On explique aux enfants que même s'ils sont nés filles, en fait, ils peuvent déclarer qu'ils sont d'un garçon. Même si la biologie dit l'inverse, on leur met ça dans la tête dès tout petit, et on les perturbe. Donc nous avons dénoncé tout ça, nous avons aussi dénoncé et fait retirer des menus halal dans les cantines, puisque c'était une atteinte à la laïcité. Nous avons aussi dénoncé des propagandes de l'association SOS Méditerranée, qui auprès de collèges fait a ce théâtre pour expliquer qu'en fait il n'y a que des femmes qui sont violées d'Afrique qui arrivent sur notre territoire et qui oublient de dire qu'il y a tous les chefs de village qui viennent avec. Donc ils font de la propagande et encore les SOS Méditerranée qui est aussi subventionné, comme Michel pourra en témoigner, il en parlera. Et nous sommes aussi à l'origine de la médiatisation en début d'année, il y a quelques mois, du stage de formation de 3 jours pour apprendre à devenir un drag queen dès 11 ans, un stage qui devait se dérouler à Mérignac et grâce à notre intervention, heureusement, il ne s'est pas déroulé. Voilà. Donc on agit au quotidien. Mais pour ça, on a besoin donc de la mobilisation de tous. On a besoin de vous, de votre parent, de votre enfant, de votre voisin, de votre collègue de travail, pour remonter les témoignages, pour faire un travail de recherche, que ce soit sur les associations, sur les subventions, pour vérifier les informations. Voilà, il faut qu'on soit plus nombreux encore. On a besoin aussi que tous les parents d'élèves se présentent aux élections. C'est très important cette année. L'objectif serait qu'on ait un parent vigilant dans chaque établissement scolaire dans toute la France. Donc voilà, je vous encourage à vous mobiliser. Au sujet des subventions dont on parlait tout à l'heure justement,
J'attire votre attention parce que déjà, rien qu'au niveau de l'État, on est déjà à 11 milliards d'euros de subventions par an. Pour connaître les subventions des associations, c'est un vrai travail de fourmi dont vous parlez, Michel, parce qu'il y a donc le département, les mairies qui s'additionnent aux subventions de l'État aussi. Et notamment, j'attire aussi votre attention sur les discours des politiciens en général, car ce que nous avons constaté dans nos recherches via Parents Vigilants, c'est que absolument tous les politiques qui tiennent des discours très intéressants lors de campagnes ou lors d'interventions diverses, à côté de ça, lors des conseils municipaux, votent main dans la main les subventions avec la gauche, des subventions qui ont un objet de propagande, que ce soit immigrationniste ou des lobbies LGBT. Donc j'attire votre attention en tant qu'électeur. Quand vous mettez un bulletin de vote, regardez ce que l'élu a fait auparavant. C'est très très important. Donc voilà, je vous encourage à vous réveiller. Je pense qu'ici tout le monde est réveillé sur beaucoup de sujets. Et voilà, aujourd'hui, le Reconquête est quand même le seul parti politique qui ne défie pas de son discours originel. Donc j'espère vous rencontrer très bientôt. Nous avons Éric Zemmour qui vient le 6 octobre à Bordeaux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à venir me rencontrer. Ce sera l'occasion de lancer la dynamique, puisqu'on va avoir une année chargée au niveau de la fédération de la Gironde. Donc je laisse la parole à Michel. Merci beaucoup Virginie. Effectivement, Virginie l'a rappelé, nous nous sommes intéressés aux subventions versées à toutes ces associations, notamment LGBT qui interviennent dans les écoles, ce qui nous a mené à nous interroger également d'une façon plus large sur l'argent public versé aux subventions, et notamment en portant notre regard sur Bordeaux, ville écologiste, en regardant un petit peu ce qui se passait avant l'élection de M. Urmic et ce qui se passe depuis l'élection de Pierre Urmic, et nous n'avons pas été déçus. Ça a été rappelé à plusieurs reprises au cours de la matinée. SOS Méditerranée est justement un des gros organismes auxquels la mairie de Bordeaux verse des subventions. Donc c'est entre 5 000 et 10 000 euros par an. Effectivement, ce montant peut paraître modeste, mais il est tout à fait significatif. Pourquoi? Puisque SOS Méditerranée mange à tous les râteliers, reçoit des subventions de l'État. Et d'ailleurs, à ce propos, j'attends avec impatience, comme nous tous, j'en suis sûr, le budget, donc le PLF 2025, qui va donc donner lieu au document qu'on appelle les jaunes de Bercy. Et donc c'est l'effort de l'État en faveur des concours au bénéfice des associations. Mais ça ne recouvre que les subventions versées par l'État. Et ces subventions, ensuite, je vais vous dire tout de suite, ce sont les subventions les plus visibles, les plus traçables. Puisque dès lors qu'on le descend dans le millefeuille administratif, eh bien, on se noie très rapidement. Il est impossible aujourd'hui pour les contribuables et pour les citoyens de connaître, de savoir très précisément quelle collectivité a donné à telle association et quelle est la somme que la collectivité a allouée à toute une somme d'associations. Alors, on essaie de travailler avec les outils qu'on a à notre disposition, c'est-à-dire les délibérations des conseils municipaux, les comptes annuels des métropoles, etc. etc. Et vous l'imaginez, Virginie l'a rappelé, c'est un véritable travail de bénédicte. Bon. Donc on essaie de concentrer nos efforts un petit peu sur des grandes métropoles pour essayer de trouver un petit peu de la masse et de trouver des sommes qui sont importantes. Ça c'est le premier point, les sommes, le montant des sommes allouées. Donc j'ai rappelé, il y a SOS Méditerranée entre 5 000 et 10 000 euros qui sont versés par la mairie de Bordeaux chaque année. Lorsqu'on cumule également les autres associations progressistes, notamment dans le cadre du mois de la diversité, je crois qu'il remplace la Gay Pride, on arrive à des montants également tout à fait significatifs. Et d'ailleurs, si vous voulez, on retrouve... Le mois des fiertés, on était à plus d'1 million d'euros, rien que pour les associations concernées par le mois des fiertés.
Et donc dans ce maquis des associations, on retrouve des associations qui sont financées avec votre argent. L'argent public, c'est notre argent. Oui. Qui sont financées, donc, qui financent des associations qui vont faire des lectures pour les enfants de 8 à 11 ans sur des thématiques de genre. Est-ce que, véritablement, l'argent public, votre argent, a vocation à financer ce genre d'action? Je pensais toujours que les subventions aux associations, c'était pour les clubs de sport, les clubs de jeux d'échecs, les clubs de... je sais pas, par exemple pour le 3e âge. D'ailleurs, ce sont les associations qui ne réclament pas souvent les subventions. Donc c'est le premier point, voilà, c'est les sommes, des sommes qui sont de plus en plus significatives, surtout dans les métropoles. C'est la raison pour laquelle on concentre notre regard sur les métropoles et au cas particulier Bordeaux. Deuxième point, vous avez quelle est l'association à qui sont allouées ces subventions. Au printemps, il y a eu un petit montant qui a été alloué de 5 000 €, je crois, par la mairie de Bordeaux, à la Ligue des droits de l'homme. Alors on a évoqué ce sujet, Pierre, vous avez évoqué ce sujet tout à l'heure. La Ligue des droits de l'homme, vous savez, c'est cette association qui se goinfre d'argent public pour aller ester en justice contre tout ce qui lui déplaît. Donc comme les crèches de monsieur de Béziers, de Robert Ménard, merci. Chaque année, Robert Ménard installe sa crèche à Béziers et chaque année, la Ligue des droits de l'homme lui intente une action en justice. Le montant est modeste, certes, mais effectivement, les petits ruisseaux formant les grandes rivières, la LDH vit très bien en France. Et ce qui m'amène au troisième point, en fin de compte, c'est que qui vote ces associations, ces subventions aux associations? Qui les vote? Puisque comment votent les gens pour qui vous avez voté? Eh bien, au cas présent, si je prends toujours cet exemple, vous avez monsieur Florian, qui a voté main dans la main avec monsieur Urmic et monsieur Coutou. C'est-à-dire que cette subvention a été votée à l'unanimité par l'ensemble des représentants, des courants représentés à la mairie de Bordeaux. Et c'est le cas également pour toutes les autres subventions, SOS Méditerranée, etc. En tout cas, la plupart des subventions comme ça aux associations progressistes. Donc, c'est un sujet qui est, je dirais, assez aride et assez austère, d'autant qu'effectivement, voilà, ça nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup de temps à suivre les conseils municipaux en ligne, décortiquer les différents budgets, etc. Mais le jeu en vaut la chandelle, puisque ça permet justement de faire sortir du bois toutes ces problématiques d'argent public. Vous imaginez que la mairie de Bordeaux déverse des centaines de milliers d'euros à toutes ces associations, alors que dans le même temps, votre taxe foncière pour ceux qui habitent à Bordeaux a augmenté. Voilà, donc je pense que c'est une problématique, voilà, de chacun. Chacun doit se sentir concerné, en tout cas, par ce qui se passe dans les conseils municipaux et dans les autres strates, d'ailleurs, du millefeuille administratif, et doit s'emparer de ces sujets et doivent nous faire remonter, si vous avez ce genre d'informations, ces subventions versées à ces associations, en tout cas qui, à mon sens et à notre sens, ne vont pas complètement dans le sens de l'intérêt général, comme ça devrait être le cas. Alors, oui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte que les élus sont complètement, enfin les élus, Nicolas Florian, vous en parliez tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un, on aurait été surpris de voir qu'il votait pour Urmic, quoi. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable. Je pense que, oui, vous avez tout à fait raison, je pense que c'est un héritier de cette droite qui passe son temps à courir derrière la gauche. Oui, c'est pour ça qu'il n'a pas été réélu. Voilà, et qui, on ne change pas une équipe qui perd d'ailleurs, je pense que dans 2 ans ce sera le cas, mais monsieur Florian, effectivement, est toujours dans la cogestion avec monsieur Urmic, donc pas certain que, voilà, il vote en son âme et conscience. D'ailleurs, quand vous voyez l'extrait de la vidéo qui a été isolée lors du vote sur la subvention à la Ligue des droits de l'homme, il vote de façon discrète comme ça, mais nous avons su capturer l'instant et nous l'avons publié.
Tout ça pour dire que voilà, tous ces gens-là sont un petit peu dans la cogestion et que voilà, c'est un enjeu, c'est quelque chose qui est au moins aussi important que les sommes qui sont versées aux associations. Bien. Est-ce que... Alors moi j'aimerais juste vous poser une petite question, puisque vous êtes la nouvelle équipe Reconquête, là, sur la Gironde. Donc comment ça se passe? Ben, on est en pleine phase je dirais, de restructuration pour essayer de développer, d'être plus offensif dans notre développement et dans notre implantation locale. Donc c'est en cours. Comme je disais, voilà, ça démarre le 6 octobre avec la venue d'Éric Zemmour, et puis après on va continuer, on va être nous avons d'autres membres de notre équipe, je ne sais pas où il est, ben là, il est en train de prendre une photo, qui est avec nous depuis 3 ans aussi. Et, un fidèle parmi les fidèles. Oui, tout à fait. Et donc ça va passer par une restructuration et une implantation locale et surtout une création de pôles au sein de notre fédération qui va nous faire travailler de manière beaucoup plus efficace. Voilà. Oh, bah, vous l'étiez déjà. Oui, avec un peu de son, via les parents vigilants, on a fait parler de la Gironde, oui. Vous pouvez nous dire un petit mot sur votre expérience de parents vigilants? Vraiment. Alors, ce qui est très difficile avec les parents vigilants, c'est que beaucoup de parents n'osent pas s'exprimer, n'osent pas témoigner parce qu'ils ont peur que ça retombe sur leur enfant. Donc, moi, la première chose que je fais très attention. Bon, une fois que j'ai vérifié tous les éléments du témoignage, je fais toujours très attention à ce que tout ce que je vais médiatiser, en fait, qu'il n'y ait rien pour identifier qui a pu envoyer le témoignage, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les parents ont peur. Les parents ont peur, donc ils viennent nous demandent de l'aide. Qu'est-ce que je peux faire? Il se passe ça à l'école. Qu'est-ce que je peux faire? Mais voilà, il ne faut pas que ça retombe sur mon enfant. Donc la gauche a tellement gangréné toutes les institutions, que ce soit les associations, que ce soit l'école, que les universités. Oui, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est vrai que... Voilà, on peut plus rien dire. Si un parent ne comprend pas pourquoi il y a du halal alors qu'il n'y a plus de poisson vendredi, il va passer pour un facho. Voilà. Maintenant, le terme, c'est facho. Ça fait encore plus peur que l'extrême droite. Quoi. Voilà. En même temps, il compte sur vous. Quoi. Donc, il faut vraiment que vous puissiez les rassurer, je pense. C'est pour ça qu'on a des équipes de personnes qui peuvent se mettre en avant et de personnes qui font un travail de l'ombre, mais qui font un sacré travail. Donc, on ne les oublie pas. C'est pas parce qu'ils ne sont pas devant que... donc voilà. Mais ils sont dignement représentés, tous les deux là. Oui, bon, on n'est pas que deux, il y a d'autres personnes. Bon, écoutez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme la dernière fois, on va demander à notre auditoire s'ils peuvent poser des questions. Voilà. Alors, moi, je demanderai à chacun de se... Voilà, formidable. Très bref. Bonjour. Oui, une question technique. Est-ce que les associations dont vous parlez, la LVH, c'est certain, est-ce qu'elles sont reconnues d'utilité publique? Parce que c'est une autre manière de gagner des fonds publics, parce qu'il y a des abattements fiscaux pour les donateurs. Déjà, par exemple, SOS Méditerranée, ils ont l'agrément pour pouvoir intervenir au sein de l'éducation nationale. Donc il y a des associations qui sont subventionnées, qui ont des agréments pour venir intervenir effectivement auprès de nos enfants en toute légalité. Et j'ajouterais à ça que je poserai une question, qui gère les écoles en France? Ce sont les municipalités communes, ce sont les communes. Donc ce sont les mêmes qui versent des subventions à cette kyrielle d'associations qui ont également la main sur les écoles. Donc effectivement, il y a certaines conventions de partenariat qui sont signées avec certaines de ces associations pour qu'elles puissent, qu'elles aient l'agrément pour aller dans les écoles. Oui, je posais la question utilité publique, parce que sur la feuille d'impôt, on a droit aux abattements de 66% que si le don a été effectué pour une association reconnue d'utilité publique. Si elle n'est pas, ça ne marche pas. Je peux témoigner parce que j'ai une association qui n'est pas reconnue d'utilité publique, qui s'appelle Vigilance Halal et qui bénéficie de déduction fiscale. Donc c'est ce qu'on appelle l'association d'intérêt général. Voilà, intérêt général. Donc on fait une déclaration à la préfecture comme quoi on fait appel à la générosité publique et puis on délivre des reçus fiscaux. Donc je peux témoigner pour mon association où il y a 25 000 membres. Voilà, donc c'est possible. C'est possible. Donc, après, il faut décorréler la question des subventions des adhésions. Des adhésions, voilà, c'est ça. Oui, alors,
Je voulais, Alain Peretti, je m'excuse d'intervenir à chaque fois. C'est un plaisir. Comme mon maître disait, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut la fermer. Hein. Oui, donc je voudrais féliciter Virginie Tourné, nous nous connaissons, n'est-ce pas, et donc l'orientation qui est prise, parce que moi personnellement, je l'ai dit tout à l'heure, je suis partisan du combat métapolitique, et c'est dans ce domaine qu'il faut intervenir, parce que le combat politique en lui-même n'est gagné que parce qu'en amont, on a fait ce tir de barrage sur les idées. Et donc, les parents vigilants, c'est fondamental. Et je pense qu'il faut appuyer là-dessus. Et sur d'autres combats, hein, bien sûr, qui sont des combats justes. Hein, parce qu'en fait, tout le monde est d'accord avec nous. Tout le monde est d'accord avec nous. Alors, pour ça, il faut se donner les moyens, et notamment, bon, une de mes grandes préoccupations, ce sont les moyens de communication, les médias, médiatisation. Donc pour ça, il faut utiliser les réseaux sociaux. Hein? Donc vous avez des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà été invité? Est-ce que, alors je tutoyais avant, hein, on peut continuer. Est-ce que tu as contacté par exemple Radio Courtoisie, donc Ligne Droite, Toxin, etc., donc le boulevard Voltaire, pour faire donc des exposés, des vidéos, etc., qui sont répercutées. Je vois donc, par exemple, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours pour Radio Courtoisie sur l'ouverture d'une boucherie halal, donc en Creuse. Et on en est déjà au bout de 2 jours à 14 000 vues, donc c'est un moyen aussi, il faut essayer d'utiliser au maximum. J'ai moi-même créé un petit média qui a que 6 000 abonnés qui s'appelle Burdiga la Presse, et j'attends de la part d'ailleurs de tous les patriotes, quels qu'ils soient, hein, puisqu'il faut faire cette union des patriotes, qu'on m'envoie des informations pour les publier, hein, bien entendu. Donc voilà, c'est toute cette, ce système écologique, si je veux dire, hein, au bon sens du terme, pas écologiste, ce milieu qui permettra de faire diffuser nos idées et de les faire prospérer. Voilà simplement une suggestion, mais bravo, c'est dans ce sens qu'il faut aller sur le plan politique. Oui, et puis c'est la collaboration, voilà, je me souviens justement pour le menu halal que nous avions fait retirer, où je t'avais appelé et que tu m'avais aidé et accompagné là-dessus. Voilà, pareil pour le stage de formation de 3 jours Drag Queen, j'ai fait appel aux AFC qui ont répondu présentes, et c'est la force en fait de ces coopérations qui ont fait qu'on a pu avancer. Donc c'est très important. Sur Radio Courtoisie, oui, Séverine Dumini, notre référent national des parents vigilants, il passe régulièrement. Et puis nous avons une parent vigilant qui a de la famille qui écrit à Voltaire aussi. Donc voilà. Ça... Il y a aussi André Berkoff qui je pense recevra. Est-ce que vous avez été reçu par André Berkoff? Je ne sais plus si c'est Séverine Dumini ou si c'était quelqu'un du parti. Enfin, voilà, parce que le parti Reconquête est reçu. Alors, est-ce que c'était peut-être pas Séverine Dumini de Pardon Vigilant, mais oui, de toute façon, régulièrement. C'est important. De toute façon, on est tellement soit invisibilisé par les médias, soit calomnié, je dirais, parce que moi j'ai lu des articles quand même en Gironde sur la presse d'extrême gauche qui étaient assez violents. On s'attend pas à mieux. Un peu risible, mais bon, oui, on s'attend pas à mieux, c'est sûr. Des fois c'est tellement grotesque que ça fait une publicité politique. Mais ils sont toujours grotesques. Ouais. C'est ce qui les caractérise. C'est ça. Donc, une question? Des questions? Non? Bon. Ici. Ah, Pierre. Ah, madame, allez-y, madame. Bonjour. Je suis maman de 3 enfants. Moi j'avais. Bravo. Non. Je voulais juste connaître votre point de vue, puisqu'il y a une loi qui est passée là récemment. Vous parliez justement des enfants et donc déjà l'année dernière, c'est à partir de la classe de 6e, éducation affective, enfin sensibilité.
Sur la vie affective et sexuelle, moi C'est scandaleux. j'ai dû intervenir pour connaître auprès du proviseur le contenu de cette formation, parce que c'est vraiment une formation qu'ils doivent faire, comme ils font pour le papillomavirus maintenant. Ils demandent aux enfants, ils veulent former les enfants avant les parents. Mais enfin bon. Et j'ai dû intervenir auprès du proviseur pour connaître le contenu, et qui m'a dit qu'il ne connaissait pas, et lui, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème entre le mot affectif et sexuel à 11 ans. Il a été un peu gêné, et il m'a dit que c'était l'infirmière en fait, qui est chargée de ça. Donc j'ai été voir l'infirmière, qui n'a pas su me donner un papier donnant le contenu de ces échanges. Pas paraître tout de suite fermé sur la question. Donc à partir du moment qu'elle n'a pas pu me donner le contenu, j'ai tout simplement prévenu que ma fille serait absente cette journée-là. Là où ça devient plus gênant, c'est que mes deux autres enfants sont plus jeunes. J'ai mon dernier qui a 5 ans, qui partage la classe de CP, il est en grande section. Et donc la loi est passée en disant que maintenant c'est à partir du CP qu'on intervenait sur la sensibilité sur la vie affective et sexuelle. Donc il y a plein de discours, il y a plein d'expériences des uns et des autres, je ne sais pas lesquelles sont vraies ou fausses, où ils apportent des sujets vraiment sur le plaisir, des choses comme ça, où je pense que ça ne les concerne pas. Je voulais simplement connaître votre point de vue sur cette loi, sur ce qu'ils sont en train de mettre en place en fait. Alors, clairement, on s'oppose totalement à ce qui est mis en place, parce qu'aujourd'hui, l'éducation sexuelle, ce n'est plus de la prévention, mais de la formation sexuelle. Donc, je vais employer des termes un petit peu crus, mais quand on parle de sodomie et de fellation à 8 ans, je pense que ça n'a rien à faire pour un enfant de 8 ans. On est dans un... Mon mari a pu vérifier un peu le contenu des obligations, on va dire, il me reprendra tout à l'heure si je me trompe. Normalement, ils ont l'obligation de donner. Alors, pas la notion de plaisir, mais en fait dans ce contenu, c'est parce qu'après chaque personne, en fait, ça dépend de la personne qui va intervenir pour faire cette formation, enfin, en tout cas, pour expliquer aux enfants. La chose, par contre, qui est vraiment très soulignée, c'est l'identité du genre. Oui. Dans ce et oui, parce que qui vous dit que votre garçon est un garçon? Voilà, c'est ça. Et ensuite, voilà, après, chacun fait à sa sauce. En effet, il semblerait qu'il y ait certains qui interviennent sur la notion du plaisir chez les enfants, des choses comme ça, même si c'est pas bien défini auprès de l'éducation nationale. Mais voilà, c'est de savoir peut-être par quels moyens on pourrait informer les parents, parce que moi, vous parliez de parents d'élèves, en effet, je devrais m'y inscrire, c'est juste que je constate que c'est compliqué. Je vous encourage à le faire, les élections sont début octobre. Donc je vais le faire là au collège, mais bon, je sais que c'est encore... Et n'hésitez pas à me faire remonter l'information si jamais vous êtes élu. Oui, et donc, mais comment communiquer auprès des parents je sais pas, tu as trouvé une solution, peut-être, est-ce qu'il y a le droit à la notion des tracts, des choses comme ça, pour que les gens ne s'informent pas sur les lois, en fait. Si vous êtes un parent élu pour la classe de votre enfant, en fait, vous aurez accès, effectivement, aux boîtes mail des parents, vous pourrez leur envoyer des messages, vous pourrez rentrer en contact avec eux, et puis vous aurez aussi un poids au niveau des réunions scolaires, vous pourrez apporter vos arguments et avoir un poids de décision aussi sur ce qui peut se passer. Je vous cache pas que c'est pas simple parce que c'est important que vos enfants gardent de bons rapports avec les enseignants. Voilà. Mais c'est toute la difficulté. En général, on se fait remarquer, c'est toute la difficulté pour les parents, c'est de s'investir directement parce que leurs enfants sont dans les écoles. Et alors c'est pour ça que tout à l'heure je disais médiatiquement, nous on est là, je dirais, pour prendre des coups. Mais c'est vrai qu'au niveau des délégués de parents d'élèves, oui, il faut marcher sur des œufs. Tout à fait. Oui. Une autre question? Non? Bon. Alors, il me reste... Ah, il y a... Oui, non, bonjour à tout le monde. Bien sûr. Comme un dénominateur, finalement, depuis ce matin, toutes les interventions, c'est que vous avez peut-être, vous vous souvenez peut-être de la prime taureau. Ça ne vous évoque plus rien, la prime taureau dans les années 60-70? Non? Non. Voilà. L'idée, c'est que je félicite madame, évidemment, pour ses 3 enfants, et monsieur, bien sûr. Voilà. Je crois que le commun dénominateur, c'est qu'en réalité, nous sommes inférieurs à l'ensemble des protagonistes qui nous veulent du mal.
Et pourquoi sommes-nous inférieurs? Parce que nous n'avons pas su renouveler nos naissances, n'est-ce pas? Pardon? Inférieur en nombre. En nombre. En nombre, pardon, merci de cette précision, effectivement. Voilà. Alors, je pense que, si je prends mon cas, 4 enfants, 7 petits-enfants, et pour chacun d'eux, nous évoluons délicatement, souverainement, tacitement, et oserais-je dire identitairement, délicatement, à leur impulser une notion de patriotisme et surtout de maintien de ce renouvellement de naissance. Qu'en est-il pour nous tous? Nous sommes tous dans une tranche d'âge qui nous permet d'apprécier ces arguments-là. Nous avons tous apprécié effectivement depuis le début, et merci à tous ces intervenants de haute qualité, de nous encourager à dispenser ce nouveau discours, peut-être, n'est-il pas, pour notamment protéger nos enfants des milieux scolaires. C'est le futur, nos enfants. Donc si on ne se préoccupe pas de ce qui se passe auprès de nos enfants, on n'aura pas de futur. Merci. Merci en tout cas tout le monde. Bien. Bon, ben, nous invitons, on peut applaudir Virginie Tournel.